Salut, c'est Ludovic de Média Show, j'espère que tu vas bien. Comme chaque année, voici la vidéo tant attendue sur la chaîne YouTube, les tops et les flops 10 de l'année 2024. Je tenais également à te souhaiter une très bonne année, de la santé, du bonheur et surtout, je l'espère, une année encore plus prometteuse en sortie cinéma. Mais également à te remercier pour ta fidélité en espérant vous voir encore plus nombreux cette année sur la chaîne. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager avec tes amis et tes proches. Sans plus attendre, commençons par les 10 meilleurs films que j'ai pu voir cette année au cinéma. Les critiques et les vidéos détaillées apparaîtront de la description. C'est parti! Commençons avec le top 10, avec Lee Miller, réalisé par Hélène Curas. Il s'agit d'un long métrage consacré à Elizabeth Lee Miller, ex-mannequin devenue une photographe de guerre reconnue pour le magazine Vogue. Certes, la réalisation est assez académique, avec une structure narrative très classique qui ne fait que relater chronologiquement les événements marquants de la vie personnelle et professionnelle de Lee Miller. Pour autant, le film reste tout de même captivant, bien rythmé, alternant équitablement entre scènes de dialogue et scènes d'action, et nous permet de découvrir cette héroïne de l'ombre. D'autre part, Hélène Curas fait le choix d'une mise en scène sobre et assez froide dans les couleurs. Elle est percutante et dévoile l'horreur de cette Seconde Guerre mondiale. Enfin, Kate Winslet nous offre une merveilleuse interprétation dans ce biopic et réussit à transmettre beaucoup d'émotions. Continuons avec le top 9, pas de vague. Professeur de français en Seine-Saint-Denis, Teddy Lucie Modeste est également réalisateur et pour son troisième long métrage, il s'est inspiré de son expérience professionnelle. Au cœur de cette intrigue, le harcèlement sexuel est un sujet délicat de nos jours avec une vague déferlante de #MeToo à travers les réseaux sociaux. Et là où le film est une vraie réussite, c'est qu'il apporte ce sujet avec beaucoup de justesse et offre un point de vue intéressant, celui du professeur. Rapidement, le film bascule vers un thriller efficace où ce jeune professeur, pourtant sincère et touchant, se retrouve dépassé par cette situation. Le scénario est très bien écrit et l'interprétation de François Civil est remarquable. Un drame à ne surtout pas manquer. Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance. Je te tue. Vous arrêtez les téléphones! Là, ça va trop loin. Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi. Monsieur Kenner, pas de vague. À la 8ème place de ce top 10, Beetlejuice, et malgré quelques défauts, c'est une suite passionnante, un aller-retour savoureux entre le monde des vivants et des morts, et Tim Burton assure une belle continuité avec la précédente histoire de 1988. Dès les premières minutes, nous voilà transportés dans cette intrigue tourbillonnante où tout s'enchaîne à un rythme effréné, pas le temps de s'ennuyer, durant ces 1h45 d'aventure, à la fois drôle, horrifique et macabre. De plus, fidèle à son style singulier, Tim Burton nous offre une réalisation très recherchée et riche en créativité, mise en scène remplie de détails visuels, que ça soit dans les costumes excentriques, les maquillages incroyables, les décors gothiques, que dans la bande sonore à la fois nostalgique et moderne. Sans oublier un plaisir non dissimulé de retrouver Michael Keaton qui reprend brillamment le rôle emblématique de Beetlejuice. Continuons avec le top 7, Godzilla Minus One, une production japonaise avec seulement 15 millions de dollars de budget, une sortie qui est donc très attendue pour ma part face aux récentes productions américaines sur le monstre qui dispose bien souvent de plus de 150 millions de dollars de budget, soit 10 fois plus. Bien loin des films de kaiju américains, la réalisation de Takashi Yamazaki est une vraie réussite sur le plan scénaristique. Adieu les scientifiques et les militaires écervelés, adieu les armes puissantes et les pertes humaines ridicules, adieu les personnages sans saveur. Godzilla Minus One se dispense donc de tous ces défauts que l'on retrouve habituellement dans ce registre et nous propose une vraie dramaturgie avec des personnages profonds et complexes, ainsi qu'une situation politique très difficile. Sans oublier un rendu visuel soigné avec de très bons effets spéciaux. Certes, les apparitions de Godzilla sont moins nombreuses, mais le monstre se montre plus imposant et plus effrayant, avec des scènes de combat et des destructions vraiment spectaculaires. Pour le top 6, Juré numéro 2, réalisé par Clint Eastwood, sa dernière réalisation. Habituellement, le film de procès n'est pas un genre cinématographique que j'affectionne, mais en sortant de la salle, je dois vous avouer que j'étais agréablement surpris par ce long métrage. D'une part, grâce à la double identité du protagoniste, une vraie tension s'installe au sein de l'histoire, et ce, dès l'introduction. La structure narrative efficace, à savoir mêler le procès avec les faits et la vie personnelle du juré, joue également un rôle essentiel dans cette ambiance étouffante, nous faisant constamment hésiter entre les intentions et les réactions du personnage principal. De l'autre, le scénario repose sur un excellent développement du protagoniste, Justin Camp. Sa situation est très compliquée vis-à-vis de sa famille et de son passé,
et toute son angoisse est parfaitement retranscrite à l'écran. Le grand Clint nous offre ainsi une réflexion intéressante sur l'idée même de la justice. Sans oublier Nicolas Hoult qui signe la meilleure interprétation de sa carrière. À la 5e place de ce top 10, nous retrouvons Le Robot Sauvage, la nouvelle production des studios DreamWorks qui en 2024 ont fêté leurs 30 ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un scénario original puisque tiré d'un roman, l'histoire de ce film d'animation n'en demeure pas moins captivante avec beaucoup d'émotions, complétée par des personnages bien développés et attachants. On y retrouve également un beau message de paix et d'égalité, ainsi que des thématiques importantes et bien traitées, telles que la différence, la solitude, le savoir-vivre ensemble, la déshumanisation de la société, ou encore l'intelligence artificielle. C'est drôle et rempli d'imagination. Enfin, le film bénéficie également d'une belle animation avec un style visuel atypique, nous rappelant fortement celui d'une peinture aquarelle. C'est plus dangereux pour lui que pour n'importe qui d'autre. Mais il peut y arriver. Aux marges du podium de ce top 10, L'amour ouf, le nouveau long métrage de Gilles Lelouch, sa seconde réalisation en solo, après Le Grand Bain en 2018. C'est un grand moment en cette fin d'année où Gilles Lelouch revisite à sa manière le film de gangster, nous rappelant West Side Story de Jérôme Robin et de Robert Wise. Le film repose sur une histoire généreuse, captivante, passionnante et qui réussit à nous surprendre par moments grâce à des rebondissements inattendus. L'un des autres atouts de cette réalisation, c'est sa richesse visuelle. En effet, Gilles Lelouch est un véritable passionné du 7e art et il le partage par le biais d'une mise en scène audacieuse et techniquement variée. Enfin, la distribution est portée par Adèle Escargopoulos et François Civil qui joue remarquablement bien et l'alchimie opère rapidement dans ce brillant duo. Et rentrons dans le vif du sujet avec le top 3 d'une deuxième partie. Plus d'intensité, plus d'émotion et surtout un Timothée Chalamet qui joue les cow-boys sur les vers géants. Ça donne clairement envie. Après avoir parfaitement introduit le contexte, l'atmosphère et les personnages de l'univers riche et singulier de Frank Herbert, Denis Villeneuve nous offre un excellent second volet, plus dense et moins contemplatif que le premier chapitre. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que l'on découvre une nouvelle ambiance et de nouveaux décors au sein de ce film épique, mêlant action, science-fiction et guerre. De plus, la bande originale est une nouvelle fois variée, composée par le talentueux Hans Zimmer. On y retrouve ainsi un véritable contraste sonore entre l'univers des Harkonnen plus brutal et celui des Fremen plus naturel. Les musiques sont vraiment prenantes. Enfin, Timothée Chalamet embrase le grand écran dans le rôle de Paul. À ses côtés, Zendaya signe une magnifique interprétation du personnage de Shani, tout en justesse. Je suis Paul Moiti Atreides, duc d'Arrakis. La seconde place de ce classement est attribuée au film Le Cercle des Neiges, réalisé par Juan Antonio Bayona. Le réalisateur espagnol nous offre un film de survie captivant et émouvant. Le scénario est bien construit et détaillé avec de nombreuses péripéties ainsi que des personnages complexes et attachants. En effet, cette aventure humaine, pourtant si invraisemblable, avec ces gens ordinaires qui ont été confrontés au choix de l'anthropophagie, est parfaitement retranscrite avec beaucoup de réalisme et des dialogues percutants. L'excellente distribution contribue également à cette réussite scénaristique grâce à de très belles interprétations. Et au-delà du scénario et de cette distribution, Juan Antonio Bayona livre une mise en scène spectaculaire avec la scène de l'accident et des scènes d'avalanche à couper de souffle. Les paysages sont également magnifiques avec la Cordillère des Andes. C'est un drame à découvrir absolument sur Netflix. Roulement de tambour pour la première place de ce top 10 2024 qui est attribué au Comte de Monte Cristo. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas, réalisé par le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, scénariste sur le diptyque Les Trois Mousquetaires. Disposant d'un budget de 43 millions d'euros, le film s'offre une distribution exceptionnelle menée par le talentueux Pierre Ninet et la délicieuse Anaïs de Moustier. Un duo merveilleux et fusionnel. Mais au-delà du casting, le Comte de Monte Cristo repose également sur une mise en scène soignée et immersive. Aussi bien les costumes, les décors, la bande originale, les cascades, les chorégraphies que le maquillage. Enfin, le film dispose d'un scénario aux petits oignons qui prend le temps d'introduire le contexte ainsi que chaque personnage. Le rythme est homogène, les dialogues sont maîtrisés et l'histoire est vraiment passionnante. Un vrai chef-d'œuvre qui n'a rien à envier aux grosses productions hollywoodiennes. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice.
Il y a également d'autres très bons films en cette année 2024 et donc quelques mentions spéciales notamment à The Substance, un film d'horreur français déroutant et très bien réalisé. Mufasa des studios Disney qui après une énorme déception devant Le Roi Lion m'a véritablement surpris avec un scénario original, bien écrit, ainsi qu'une très belle bande originale et donc m'a fait passer un très bon moment au cinéma. Nosferatu, une belle revisite de Robert Eggers, loin des clichés du registre horrifique, un bel hommage au mythe folklorique de l'Europe de l'Est, c'est visuellement réussi et captivant sur le plan scénaristique avec de magnifiques interprétations de Lily Rose Depp, Nicolas Hoult, Bill Skarsgård ou encore William Dafoe. La nuit se traîne, un thriller sombre et maîtrisé au cœur de Bruxelles. Et enfin, un petit truc en plus, le succès au box-office en France réalisé par Artus, un long métrage léger, sincère et très authentique. En effet, il a réussi à réunir tous les ingrédients de ses sketchs pour en faire une belle réalisation qui met en valeur ces personnes qui ont, comme le titre l'indique, un petit truc en plus. De l'émotion, de l'humour, de la joie, de la bonne humeur entre les acteurs et une histoire certes simple, mais bien rythmée et divertissante. Et enchaînons sur les 10 pires films que j'ai pu voir cette année au cinéma, c'est parti! Commençons le flop 10 avec Joker Folia 2, un film de procès raté, inutilement long et qui ne raconte rien. En effet, le scénario n'est qu'une succession de scènes chantées, n'ayant aucune portée, et un aller-retour pénible entre le tribunal et la prison où est enfermé Joker. C'est une véritable antithèse du premier opus dont les événements lors du dénouement sont complètement ignorés. Et au-delà de ce loupé scénaristique, il y a également un vrai souci avec le personnage d'Harley Quinn. Mal écrit et peu présent à l'écran, le protagoniste manque terriblement de profondeur et le duo ne marquera malheureusement pas les esprits. À se demander la pertinence du titre de ce long métrage. Continuons avec le flop 9, Sans un bruit, jour 1, qui pour rappel n'est pas une suite mais un préquel dont l'intrigue se situe avant celle des 2 premiers opus. Malgré une belle mise en scène avec des décors soignés et immersifs, notamment la ville de New York en ruine qui est visuellement impressionnante, eh bien c'est creux et sans intérêt pour la franchise. En effet, le scénario est un peu laborieux, un manque d'enjeu, des personnages moins charismatiques, et surtout un rythme assez inégal. De plus, de par son titre, on s'attendait à davantage d'explications sur la venue de ces extraterrestres et de leur origine. Malheureusement, le film n'apporte rien à l'univers créé par John Krasinski. À la 8ème place de ce flop 10, Borderland, ou plutôt Bordelland, avec Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black et Jamie Lee Curtis. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à retenir de ce film d'action. En effet, le scénario peine à véritablement attirer notre attention avec de nombreuses longueurs, tout particulièrement durant la première partie. Les enjeux ne sont pas intéressants et les scènes d'humour nous laissent totalement indifférents. Alors certes, Eli Roth est très généreux sur les séquences d'action, c'est bourrant et parfois délirant. Pour autant, ce n'est pas suffisant pour en faire une réalisation honorable, qui manque terriblement d'originalité sur la mise en scène, à mi-chemin entre Mad Max et les Gardiens de la Galaxie. Continuons avec le flop 7, L'Ia du Mal, un film d'horreur américain écrit et réalisé par Chris White. Si le film démarre étonnamment bien avec une première partie plutôt angoissante, notamment avec l'intrusion des nouvelles technologies ou encore le harcèlement à l'école, le scénario finit malheureusement par dérailler en tombant dans tous les clichés habituels du genre. Une mauvaise habitude de la part des studios Blumhouse qui peinent à produire des films d'horreur intéressants ces dernières années. Anecdotique et insignifiant, le scénario s'essouffle donc assez rapidement. Le comportement de chaque personnage en devient risible, l'histoire est prévisible, et le dénouement, bien qu'il raccroche les wagons avec l'introduction, est totalement loupé. Vite. Ça te dirait de me voir en vrai? Oui. Pour le flop 6, nous retrouvons Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, le 5e volet du Monsterverse de Legendary Pictures, initié en 2014 avec Godzilla de Gareth Edwards. Aucune créativité, aucune émotion, aucun véritable enjeu, la quasi-totalité des personnages humains n'apporte rien à l'histoire et ne bénéficie d'aucun développement malgré leur présence durant le précédent opus. Mais au-delà de ces nombreux soucis scénaristiques, ce qui m'a encore plus dérangé, c'est la promotion du film qui est mensongère. En effet, l'affrontement entre Godzilla et Kong est bien trop tardive et la menace de cette intrigue, Star King, n'est véritablement pas imposée. 100 millions de dollars, oui, mais c'est paresseux et ça manque cruellement d'âme. À la 5e place de ce flop 10, Immaculée, l'histoire se déroule en Italie où une jeune femme décide de s'exiler dans un couvent catholique et tombe miraculeusement enceinte. Toute l'intrigue repose donc sur cet événement surréaliste avec une ambiance pesante et anxiogène. Pour ce long métrage, le réalisateur privilégie donc l'ambiance plutôt que de multiplier les nombreux jumpscares que l'on peut souvent retrouver dans ce registre.
Un choix scénaristique assez intéressant, mais malheureusement le film se réveille bien trop tardivement avec une première partie beaucoup trop contemplative pour un film d'horreur, et le rythme est donc assez inégal. Le twist final frôle quant à lui le ridicule et laisse derrière lui beaucoup trop d'interrogations et d'incompréhension. C'est dommage car cette réalisation bénéficie tout de même d'une très bonne mise en scène soignée ainsi qu'une excellente performance de Sydney Sweeney. La souffrance, c'est l'amour. On se rapproche du podium à la 4e place avec Madame Web, réalisée par S.J. Clarkson, ayant travaillé auparavant sur plusieurs séries Marvel. D'un côté, la première moitié du film est assez redondante avec une histoire qui met énormément de temps à se mettre en place, c'est long. De plus, la découverte et la prise de conscience de Cassandra envers ses pouvoirs est laborieuse. Puis de l'autre, la seconde partie vient avec l'arrivée de ces 3 adolescentes qui ne cessent de faire des âneries, afin de provoquer des pseudo-rebondissements au beau milieu de ce scénario sans âme. Et ne parlons même pas de la pauvreté des dialogues et du méchant qui est vraiment insipide. Malgré quelques scènes divertissantes et un dénouement étonnamment bon, ce teen movie n'apporte finalement rien au Sony Spider-Man Universe. Dakota Johnson, quant à elle, peine à convaincre avec une interprétation bien trop timide du personnage. Elle manque de charisme dans la peau du protagoniste. Le flop 3 est attribué à Imaginary. Malgré une bande-annonce alléchante, rien ne fonctionne dans ce long métrage et ce pour diverses raisons. Tout d'abord, le thème principal de cette histoire, à savoir le fameux ami imaginaire aux mauvaises intentions, manque clairement d'originalité. Après les Gremlins, Chucky ou encore récemment Megan, inutile de vous dire que Shang-Chi n'apporte aucune réelle nouveauté au registre. D'autre part, hormis le dernier quart d'heure, le scénario est vraiment soporifique. C'est long, il n'y a aucun rebondissement, les quelques jumpscares sont ridicules et surtout, le rythme du film n'est pas maîtrisé. De plus, côté personnage, le développement des protagonismes est assez mince, ce qui a donc un impact sur la performance de la distribution dans sa globalité, qui est vraiment peu convaincante. Enfin, côté mise en scène, l'animatronique utilisée pour les peluches est vraiment un désastre visuel. La seconde place de ce flop 10 est attribuée à Sous la scène, la production française disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Eh bien, au secours, rappelez Steven Spielberg, car disposer d'un budget de 20 millions d'euros et nous proposer un rendu visuel aussi lamentable, comment une mise en scène comme celle-ci a pu être vraiment approuvée? En effet, les effets spéciaux sont horrible, tout particulièrement les premières scènes du film sous l'eau. Ça manque de réalisme et les requins créés numériquement ne sont pas réussis. Et si la mise en scène est un véritable désastre, le scénario ne relèvera pas le niveau de ce thriller français. Tout s'enchaîne sans aucune logique et rien ne fonctionne, aussi bien pour les personnages, les dialogues, les rebondissements, sans compter les nombreux clichés du mauvais blockbuster américain. Bref, un vrai nanar. Terminons donc cette vidéo avec le flop 1 qui est attribué à Megalopolis, le projet d'une vie pour Francis Ford Coppola. En effet, il aura fallu plus de 4 décennies au réalisateur pour passer de l'idée à la pellicule et surtout avoir dépensé plus de 120 millions de dollars, dont plus de la moitié a été financé par lui-même. Une réalisation qui n'a ni queue ni tête, vraiment indigeste, sans véritable fil conducteur, ni même de structure narrative. De plus, le rythme du film est défaillant avec de nombreuses longueurs, ainsi que des dialogues creux et même parfois ridicules. Mais au-delà de la structure, le propos est totalement incompréhensible. En effet, il s'agit plutôt d'une imbrication de scènes sans véritable relation entre elles, et qui finalement nous offre un scénario vraiment vide. Il en va de même pour les personnages où le film ne prend même pas le temps de les développer. Bref, c'est un ratage complet. Même la distribution ne sauvera pas le naufrage où Adam Driver, acteur talentueux, semble dépassé par l'absurdité de son personnage et de ses répliques. About to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us? Alors bien évidemment, cette année 2024 a été également marquée par de nombreuses déceptions et en voici quelques-uns qui ont le mérite d'être cités. Gladiator 2, Moi Moche et Méchant 4, Syntex, Civil War, Dali ou encore La Zone d'Intérêt. A noter que ce classement est bien évidemment purement subjectif car je n'ai pas pu voir toutes les sorties cinéma de cette année 2024.
Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton top et ton flop 10 dans les commentaires. Il est top de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!